Bonjour et bienvenue dans le podcast Au cœur du sens. Cet été, je te propose une mini-série spéciale Burnout. Dans chaque épisode, je donne la parole à une personne qui l'a vécu pour comprendre, se sentir moins seule et avancer. Et pour cette semaine, je reçois Séverine. Elle a vécu 2 burn-out, un premier en 2017, puis un deuxième en 2020. Et dans cet épisode, elle raconte le moment où le corps dit stop, les signaux qui auraient pu alerter, et cette sensation très juste de fonctionner en sur-régime jusqu'à se griller. On parle aussi de ce qui aide vraiment à se reconstruire, l'accompagnement, le temps et les décisions de vie qui changent tout. Bonne écoute. Donc, bonjour Séverine. Bonjour Audrey. Alors, je vais te laisser d'abord te présenter en quelques mots. Ok, écoute, je suis Séverine Bossu, je suis sophrologue et coach sur Kaisersberg dans le 68 en Alsace et je suis plus particulièrement spécialisée dans les accompagnements pour les femmes qui sont en souffrance au travail, qui souffrent d'anxiété aussi. Et auparavant, j'ai travaillé 23 ans en entreprise, dont 18 ans dans un grand groupe où j'ai fait à peu près toute ma carrière, où j'ai terminé comme chef des ventes. Et ben, je suis partie sur un burn-out. Justement, ça tombe bien, c'est le sujet. Ouais, voilà, j'allais dire, oh mon Dieu, ça tombe bien. Du coup, le contexte avant burn-out, tu étais donc dans une grande société en tant que salarié. Ouais. Et j'ai fait 2 burn-out sur 2 postes différents. J'en ai fait un premier en 2017 où pour le coup, j'ai fait un burn-out et j'ai été arrêtée très peu de temps, une semaine, où je suis revenue, mais je pense que j'aurais pas dû revenir aussi vite. Et le deuxième, je l'ai fait en septembre 2020. Et là, j'oserais dire, là, cette fois-ci, c'était la bonne, hein, 7 mois d'arrêt maladie, et après, j'ai quitté l'entreprise. Ok, si on revient justement à la genèse, alors que ce soit le premier ou le deuxième, mais après c'est toi qui vois, est-ce que tu as vu des signes justement de ton burn-out avant? Alors, le premier, non. Le premier, non, sincèrement, parce que moi, j'ai toujours été dans une espèce de mouvement dans ma boîte, enfin dans mon travail, où j'étais, en gros, j'étais un peu en sur-régime. Encore que un peu et sur-régime, je suis pas sûre que ça aille dans la même phrase, mais en tout cas, voilà. Moi, j'étais en sur-régime, fonctionnais à 200%, et parfois, j'avais des phases, voilà, parce que, voilà, des rendus, parce que des urgences, peu importe. Et après, j'avais des phases où ça redescendait, et finalement, je récupérais, ça allait bien et tout. Donc, je m'étais un peu habituée à ces espèces de mouvements un peu oscillatoires où pouf sur régime, pouf à zéro, pouf ça remontait. Et en 2017, à un moment donné, je commence à sentir peut-être effectivement un peu plus de stress, un peu plus de problèmes à dormir, mais en fait, moi, je l'ai pas identifié, j'ai pas identifié qu'il se passait quelque chose. Voilà, pour être honnête. Et sauf un jour, j'arrive devant la porte du bâtiment, et là, en fait, mais vraiment dans ma tête, je me dis, non, je rentre pas. Mais vraiment, c'est-à-dire que j'étais dans ma voiture et en fait, j'appelle un de mes collègues et je lui explique, je lui dis, écoute, là, je suis dans le bâtiment, je ne peux plus rentrer. Il me dit à ce point-là, je lui fais, oui, oui, à ce point-là, et écoute, je rentre chez moi, je vais me coucher. Et il me fait, non, 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 il dit, tu rentres pas chez toi, tu vas avoir un médecin. Et moi, dans ma tête, c'était tellement, je sais vraiment pas comment l'expliquer, c'est-à-dire, tu sais, le côté on-off. Dans ma tête, c'était, non, mais de toute façon, c'est terminé. Donc, moi, je rentrais chez moi. Et le reste, franchement, je m'en fichais. Enfin, il y avait vraiment un côté, je me fiche des conséquences. Enfin, c'est game over. Voilà, terminé. Et donc, il insiste. Il me dit, ben, on va voir ton médecin traitant et tout. Donc, et je vais voir un médecin. Alors moi, à l'époque, je n'avais pas de médecin traitant. Donc, je vais voir un médecin que j'étais déjà allé voir 2, 3 ans auparavant. Et dans la salle d'attente, étonnamment, je me sentais mieux. Et je me disais, purée, mais enfin, t'es parti pour rien. Voilà, t'as pété un boulon, mais en fait, finalement, t'as rien et tout. Enfin, t'as exagéré. Enfin, ouais, donc j'étais plus très sereine dans la salle d'attente du médecin. Et puis, je rentre et il me dit, alors, qu'est-ce qui se passe? Et moi qui pleure jamais en public, oh, wow, je me mets à pleurer. Et il m'arrête une semaine. Voilà. Et donc, je suis arrêtée une semaine. Au bout d'une semaine, je suis pas en état de revenir, pour être honnête. Mais j'ai mon directeur qui m'appelle. C'est quelqu'un que j'apprécie. C'est quelqu'un qui sait trouver les mots, qui me dit qu'il va, voilà, qui va faire en sorte que mon retour se passe bien. Voilà, qu'il y a d'autres postes qui sont ouverts dans la boîte. Donc, voilà, si je veux évoluer sur autre chose, ça pourra se faire dans 2, 3 mois. Mais en gros, il a besoin de moi. Et moi, alors, un bon petit soldat, mon directeur qui me dit qu'il a besoin de moi, bien sûr, j'y vais, quoi. Et donc, je suis repartie au boulot, pas très solide, on va dire. Je pense que je suis retournée avec l'idée de, tu sais, le moment côté, le premier truc.
qui ne va pas. Le premier qui me fait une remarque qui ne me convient pas, je prends mes affaires et je pars. Et finalement, donc j'y suis allée un peu fragile, tu sais, je sentais que, ouais, que, enfin voilà, j'ai un peu des vertiges, j'en peux pas bien et tout. Et puis finalement, effectivement, mon directeur, pour le coup, avait respecté ce qu'il avait dit, c'est-à-dire que, voilà, tout le monde était sur la pointe des pieds, tout le monde m'aidait, voilà, enfin, je sentais qu'il y avait quand même une espèce d'ambiance autour qui faisait que les gens se disaient, OK, il faut faire gaffe. Et puis quelques mois après, bah, j'ai postulé pour être chef des ventes, et puis voilà, j'ai fait mon boulot de chef de vente. Et puis ben, quelques années après, j'ai été rattrapée par un deuxième burn-out. Et lui, pour le coup, je l'ai vu arriver. C'est-à-dire, j'ai senti. J'ai senti que j'étais en tension, j'ai senti que j'arrivais pas à dormir, j'ai senti les malaises. Puis en plus de ça, enfin, j'avais trouvé un médecin traitant déjà, parce qu'on m'était dit qu'il fallait quand même que je m'occupe de moi, que je commence à prendre soin de ma santé. Et puis mon ostéopathe qui, à l'époque, m'avait dit deux choses qui m'avaient marqué. C'est quand je l'avais rencontré, donc je l'avais raconté, c'était juste après mon premier burn-out, et il m'avait dit, écoutez, même si c'est un terme qui est galvaudé, ce que vous avez fait, bah, c'est un burn-out. Et moi, je n'avais pas mis ce mot là-dessus. Et le médecin que j'avais vu non plus, donc je ne savais pas que j'avais fait un burn-out. Et il m'avait dit, et malheureusement pour vous, vous êtes remise très vite. Donc, je m'étais dit, alors, je l'avais regardé un peu bizarrement, et il m'avait dit, hein, vous tiquez parce que je dis, malheureusement pour vous, vous êtes remise très vite. Et je lui dis, ben oui, parce qu'en règle générale, enfin, moi, je trouve que c'est plutôt une qualité d'être forte et de se remettre vite de ce genre d'émotions et de problèmes. Et il m'avait dit, je dis, malheureusement pour vous, parce que ben, ça ne vous a pas servi de leçon, et vous vous dirigez vers le deuxième. Donc, il est un peu visionnaire. Et je me rappelle qu'il avait fini en me disant, vous savez, le corps, quand il est à 100%, bon, voilà, ça se passe bien. Quand il est à 50, 140%, pardon, on se blesse, mais on se répare. Il dit à 200%, c'est plus un CDI, c'est un CDD. Et je pense que le deuxième burn-out, je l'ai vu arriver. Alors bon, j'ai spoilé un peu la fin, hein, j'ai pas pu l'éviter. Mais ouais, le deuxième burn-out, je l'ai vu arriver parce que cette phrase-là, elle m'a jamais quittée. Et de me dire qu'effectivement, voilà, qu'il fallait que je fasse attention, que je prenne plus soin de moi, que j'essaie de faire baisser la pression et tout. Mais bon, voilà, je suis repartie. C'est un peu comme, enfin, moi, je mets l'image comme ça, mais c'est un peu comme quand tu vois un mur arriver, que t'es en voiture, tu dois prendre le virage, tourner le volant. Tu te dis qu'il faut que tu freines un petit peu, que tu tournes le volant avant le mur et presque tu attends la dernière minute en te disant non, mais ça va, je suis large, j'ai le temps. Et finalement, bah, t'as pas le temps et le mur, tu te le prends. Et c'est vraiment ce qui s'est passé, moi, quand j'ai fait mon deuxième burn-out, c'est que je me suis dit, je gère, je vais essayer de trouver une solution, je vais essayer de m'en sortir. Et au moment où je commençais à me dire que j'allais trouver des solutions, pouf, je me suis effondrée. Et là, ça a été terminé. Et là, j'ai su que c'était fini, quoi. Et du coup, donc les symptômes physiques, tu as dit malaise. Est-ce que tu avais des douleurs physiques? Alors après, c'est-à-dire que c'est bizarre. Moi, je sens arriver des choses, mais des symptômes que je connaissais. Tu vois, j'arrivais pas à dormir, parfois des vertiges, parfois des maux de ventre. Voilà, voilà, j'ai toujours des problèmes, je fais des colopathie fonctionnelle, enfin, des choses comme ça. Donc, des choses que je connaissais, mais qui étaient plus. Ce qui m'avait plus interpellée, c'était cette incapacité. J'étais toujours énervée, en fait. Enfin, le moindre truc était compliqué. C'est-à-dire que moi qui arrivais à gérer quatre, cinq choses à la fois, qui gérait très bien les urgences, qui prenait très bien la pression, qui arrivait à négocier avec les clients parce que justement, moi, je restais toujours concentrée, très calme, très, très focus sur ce que je voulais faire avec eux. Là, tout devenait hyper compliqué, tout devenait impossible à gérer. Mais des symptômes physiques purs, pas tant que ça avant le burn-out. Et par contre, après, moi, j'ai eu 2 mois, et ça, c'était horrible parce que j'avais vraiment l'impression, 2 mois, en fait, des brûlures, mais dans la bouche, dans l'œsophage, dans l'estomac. Mais vraiment, à pas savoir quoi manger. Et quand je raconte ça, il y a des gens qui disent, ah ouais, bon, voilà, c'est pas grand-chose. Si, si, moi, ça me brûlait tellement, c'est le mot burn-out. Je sais pas si je l'ai pris dans mon corps. Dans la journée, alors typiquement le matin, je me levais, ça brûlait un peu, puis au fur et à mesure que j'entends la journée, ça allait de plus en plus, en brûlant de plus en plus. Je pense que l'anxiété, le fait que ça me stressait, ben, ça accentue encore plus. Moi, j'avais des pailles en plastique, tu sais, chez moi. Et en fait, je prenais une paille et je la mettais entre mes dents pour que ma langue et mes joues ne touchent pas mes dents, enfin tellement le moindre contact me brûlait en fait. Et le soir, en fait, quand je me couchais, je prenais un glaçon dans ma bouche pour rafraîchir ma bouche et en me disant, purée, il faut vraiment
que je m'endorme pendant que le glaçon fait effet, quoi. Mais vraiment, cette sensation de brûler de l'intérieur. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je m'endormais, quand je me couchais, je m'endormais, mais parce que j'étais épuisée, c'est-à-dire sur les coups de 3-4 heures du matin, des brûlures toute la journée. Enfin, voilà, c'était des difficultés à avaler. Mon médecin m'a arrêté, la première fois, il m'a arrêté 15 jours. La deuxième fois, il m'a arrêté, enfin, après, il m'a arrêté à chaque fois un mois, hein, parce que j'étais partie sur un arrêt plus long. Et moi, je sais que à chaque fois que je sortais de chez mon médecin, quand il me faisait un arrêt et que c'était en gros, bah, ok, maintenant, dans un mois, la question que je lui posais, c'est, mais si j'ai besoin, est-ce que je peux venir avant? Et il m'est arrivé parfois de revenir voir mon médecin au bout d'une semaine, au bout de 15 jours, parce que enfin, je me sentais pas bien. Il m'a même posé la question si je voulais m'arrêter, enfin, si je voulais, pardon, pas m'arrêter, aller être hospitalisée, ce que j'ai refusé. C'était devenu en fait ma bouée. C'est-à-dire que dès que j'allais pas bien, j'allais le voir. Tu as eu justement d'autres accompagnements que ton médecin? Alors moi, sur la fin, parce qu'en fait, ça a été un peu particulier, c'est-à-dire que moi, j'ai fait enfin, j'avais fait un premier rendez-vous avec la médecine du travail qui m'a reçu une deuxième fois, et donc plusieurs mois après. Et elle m'a demandé, elle m'a dit, moi maintenant, parce qu'on discutait, c'était le moment où on commençait à discuter de partir de l'entreprise, donc sur une aptitude, hein. Et en fait, elle m'a dit, moi, je bouge plus tant que vous n'allez pas voir un psychiatre. Donc elle m'a envoyé voir un psychiatre que j'ai vu 2-3 fois. Honnêtement, j'ai pas été. Et puis après, bon, j'ai quitté l'entreprise et puis après, voilà, j'ai retravaillé sur ma reconversion et autres. Mais oui, et non, en fait, du coup, après, ben, effectivement, sur le coup, en tout cas, sur cette période-là, essentiellement mon médecin. Par la suite et un peu vers la fin, j'ai commencé à aller voir un peu plus régulièrement mon ostéopathe parce que j'étais cassée de partout, en fait. Donc, je me suis plutôt reconstruite là-dessus, en fait. Du coup, justement, c'est quoi qui t'a permis, en fait, de sortir? Est-ce que c'est la fin de ta collaboration avec ton entreprise ou qu'est-ce que tu as mis en place, en fait, qui t'a permis de reprendre des forces? Ben écoute, moi, tu vois, tu m'aurais posé la question il y a quelques temps. On se serait rencontrés il y a 2 ans. Je t'aurais dit, ouais, c'est bon. Voilà, je vais quitter l'entreprise. J'ai fait ma formation pour être sophrologue. Ça m'a aéré la tête. Je suis rentrée dans un autre univers et ça allait. Avec le recul, je pense qu'il n'y a pas si longtemps que ça que j'ai vraiment tout digéré en fait. Parce que je pense qu'il faut du temps. Parfois, tu vois des gens qui te disent, ouais, il faut 4-5 ans pour se remettre d'un burn-out. Moi, au début, je disais, ouais, enfin, bon, faut quand même pas abuser. Moi, je m'en suis sortie avant. Et en fait, non. Je pense que tu t'en sors avant, on va dire physiquement. C'est-à-dire que tu repars au travail, tu rencontres des gens, tu recommences. Mais tu vois, moi, je me suis rendu compte que j'ai recommencé à vraiment lire, avoir des activités, on va dire, autres que des lectures pour comment être sophrologue, travailler sur mon coaching, et des trucs très techniques, très boulot. J'ai recommencé à vraiment lire pour mon plaisir il y a très peu de temps, en fait. Dans mon activité, au début, les choix que j'ai faits sur mes spécialisations, comment j'allais voir les gens, qui j'abordais, c'était encore empreint dès que quelque chose de près ou de loin me faisait penser au monde de l'entreprise, au monde corporate ou autre, enfin, bon, tout ce qu'il y avait dans toutes les entreprises que j'ai pu voir, euh, j'y allais pas. Je ressentais les sensations, comment j'étais quand j'étais en entreprise ou quand j'étais en burn-out. Et je pense que ça passe aussi par le fait qu'il faut savoir s'écouter. Moi, je pense que à partir du moment où j'ai quitté l'entreprise et que je suis restée quelques mois avant que ma formation commence, où je me suis reposée, où j'ai revu un peu, enfin, je suis ressortie un peu à nouveau et tout. Moi, j'ai eu l'impression que de reprendre le travail, c'était le fait que j'étais de nouveau d'attaque. Je pense qu'il y avait des choses qui n'étaient pas digérées. Mais au début, je n'avais pas pris conscience de l'importance, y compris des thérapies hautes. Je n'avais pas pris conscience, en fait, du chemin que j'avais parcouru, mais de ce qui restait encore à évacuer, en fait. Et justement, il y a une question alors qui est venue un peu en fil rouge, dans toutes les interviews, c'est si jamais je te propose une baguette magique et que je te dis: «Tu n'as pas à vivre ce burn-out», est-ce que tu la prends? Non. Non, non, alors, ça peut paraître paradoxal parce qu'on peut se dire que dans la vie, on pourrait s'éviter des épreuves et autres, mais je pense que moi, mon burn-out, alors,
il m'a ouvert les yeux sur plein de choses. Je pense que j'étais en train de, si j'avais continué, je pense que j'étais en train de prendre une pente qui, au-delà du burn-out, je pense que j'aurais laissé ma santé. Et moi, je me suis rendu compte que là, il y a encore peu de temps, quand j'avais d'un seul coup un afflux de travail, je reprenais mes anciens réflexes du monde de l'entreprise, c'est-à-dire, ben, j'oubliais de manger. J'arrivais chez moi, je ramenais mon ordinateur chez moi parce que j'avais des trucs à faire sur ma com et tout. Et je me disais, bah, je vais faire ça chez moi parce que je consacre ma journée aux clientes qui viennent me voir et autres. Voilà, j'avais gardé mes anciens réflexes. Et donc, cette baguette magique, non, j'en voudrais pas parce que je pense que ça m'a permis, indépendamment d'une nouvelle vie professionnelle et autres, ça m'a permis aussi de prendre plein de décisions dans ma vie perso. J'ai déménagé, j'ai changé de vie, j'ai plus le même mode de fonctionnement qu'avant. Et enfin, tu vois, c'est tout bête, mais moi, ça va faire sourire peut-être, mais moi, quand j'étais dans mon entreprise, j'étais la reine du micro-ondes, hein. Tu prends un plat, tu fais 3 trous dedans, bouffe dans le micro-ondes, hop, c'est sorti, hop, c'est mangé. Et là, maintenant, j'achète bio, j'achète frais, je fais mes propres repas. Enfin, je me suis mise à la cuisine. Là, depuis peu, là, j'ai repris une vraie activité physique. Enfin, je me consacre, quand je suis au travail, je me consacre vraiment à 200% à mon travail. Mais maintenant, quand je suis sortie de mon travail, c'est terminé. Je pense que la vie que j'ai aujourd'hui, maintenant que je suis au clair avec ce que je veux pas dans mon boulot, maintenant que j'ai recréé, que j'ai déménagé, que j'ai changé comment dire, d'entourage, d'endroits et autres. Je pense que oui, je pense que là, je suis bien dans ma vie et pour rien au monde, je changerai. Alors, c'est pas pour autant qu'il faut dire aux gens de faire un burn-out, youpi, c'est... Justement, est-ce que tu crois que tu aurais pu en arriver où tu en es aujourd'hui sans ton burn-out? Écoute, je pense qu'il y a deux choses. Parce que moi, pour tout te dire, quand j'ai vu le mur arriver, hein, du deuxième burn-out, j'ai commencé à me dire, OK, cette vie-là ne me correspond plus. Je suis en train de... Voilà, enfin, en gros, ils vont me faire crever. Voilà, voilà, c'est compliqué. Je me suis dit, ben, j'ai commencé à réfléchir. Et j'avais deux options auxquelles je commençais à réfléchir, pour être honnête. Dans mon groupe, il y avait une filiale qui travaillait, qui faisait de la réinsertion. Et voilà, et donc le responsable, c'était un ancien DRH, donc mon ancien DRH de notre région. Donc il me connaissait, donc je l'avais appelé en disant, tiens, si un jour tu fais quelque chose sur Strasbourg, en tout cas dans mon secteur, tu mets une agence, peu importe, ça pourrait m'intéresser. Et donc on avait discuté tranquillement, mais c'était vraiment une bouteille à la mer. Mais en tout cas, je disais, voilà, ça montrait que mon état d'esprit, c'était de dire, ok, je sais déjà que voilà, je commence à sentir qu'il y a un truc qui va pas. Et je me posais la question de la sophrologie aussi. Après, le truc, c'est qu'est-ce qui fait que j'y suis pas allée? Déjà, moi, pendant très longtemps, je me suis définie par rapport à mon travail. J'avais souvent tendance à dire que sans mon travail, j'étais rien. Et que même dans les moments les plus compliqués, ben, tu sais, il y a des fois, il suffit que... moi, j'adorais mon équipe, enfin, j'adorais travailler avec les gens de tous mes commerciaux. Enfin, voilà. Mon équipe commerciale, j'étais contente de les retrouver, j'étais contente de les voir et j'aimais cet accompagnement que je faisais auprès d'eux. Mes collègues, c'était pareil, je m'entendais bien avec. J'avais des collègues, après, tu as toujours plus ou moins d'affinité, mais en tout cas, il y a des collègues avec qui je m'entendais bien. Tu sais, il y a un truc, c'est que, et je le vois aussi dans les gens que j'accompagne, parfois tu encaisses plein de trucs, et puis il suffit que tu passes un bon moment avec tes collègues, ou tu signes un nouveau contrat, ou que finalement il y a quelque chose de bien qui se passe, pour que d'un seul coup, ça apaise un peu, et ça te fait un peu plus réfléchir. Et puis oui, je pense que quand tu es embarqué dans un truc, tu as ton salaire qui tombe, tu te dis, bah, ok, si je plante tout, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je deviens? Comment je m'en sors financièrement? Et puis bah, Enfin, moi, j'ai connu une époque où pendant mes vacances, j'avais qu'une hâte. La première semaine, je me reposais, et les 2 semaines suivantes, je comptais les jours pour retourner au boulot, quoi. Donc, c'était vraiment ma vie, quoi. Donc, c'est compliqué, hein, de lâcher quelque chose qui t'a défini pendant des années où tu penses que. Et donc, voilà, bah, le burn-out, c'est un peu un coup de pied aux fesses, quoi. C'est-à-dire que, bah, à un moment donné, t'as pas le choix. Tu sais, je vais faire une comparaison. Quand j'étais petite, j'ai appris à nager, je crois que j'avais 4 ans. Et moi, j'avais un tic, c'est que quand je nageais dans le grand bain, enfin, quand je nageais dans le petit bain où j'avais pied, en fait, je faisais 3, 4 brasses et puis je mettais le pied en dessous pour vérifier qu'il y avait quand même du sol au cas où. Et la maître nageuse de l'époque, ça l'avait énervée, donc elle m'avait attrapée et elle m'avait jetée dans le grand bain avec la perche devant.
Et bien sûr, forcément, l'objectif, c'était plus de toucher le sol, c'était d'attraper la perche. Donc, autant dire que j'arrivais à nager. Et en gros, j'avais pas eu le choix. C'est-à-dire, j'étais capable de nager dans le grand bain, mais tant que j'étais dans le petit bain, bah, je tapais du pied au sol, quoi. Et ben le boulot, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que tu as beau te dire que tu vois arriver le mur, tu as beau te dire que ça va mal se passer, en tout cas que ça peut pas bien se finir, tu as beau te dire que ça serait temps quand même de songer à vaquer, comme dirait l'autre, et ben tu restes. Parce que tu as la trouille, parce que tu sais pas si... Enfin voilà, l'inconnu, ça fait toujours plus peur qu'une situation compliquée que tu connais. Et voilà. Et c'est pour ça que j'ai pensé jusqu'au bout que je tiendrais, que j'ai pensé jusqu'au bout que je trouverais une solution. Et puis à force de tergiverser, ben voilà, c'est comme si quelqu'un m'avait chopé, il m'avait jeté en dehors du truc, il m'avait dit, bah allez, maintenant on nage. Et c'est pour ça que j'ai dit qu'il ne faut pas aller jusqu'au burn-out parce qu'il y a quand même 4 5 années qui sont pas folles. Et puis sincèrement, bon, avec le temps, comment dire, on finit par oublier les douleurs, machin et tout qu'on a pu. Mais franchement, j'ai quand même vécu enfin, les 6 7 mois d'arrêt maladie que j'ai eu. On peut dire que, voilà, enfin, moi, ne serait-ce que les 2 premiers mois, je sortais plus de chez moi, quoi. Mais vraiment pas, alors que j'avais le droit de sortir si je voulais. Mais je sortais pas de chez moi, j'étais pas bien, j'avais des douleurs. Enfin, j'étais vraiment dans un système où pour moi ma vie était foutue. Je sais pas ce que j'allais devenir. Enfin voilà, donc non, je conseille à personne de passer par là, hein. Enfin, moi j'avais une mère qui était du style, si t'étais pas bien et qu'on avait checké que physiquement ça allait, ben, ma fille fonce quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi, j'ai pas été élevée à m'écouter, à me soucier de ma santé mentale. C'était, voilà, tu fais des crises d'angoisse, machin, on va t'emmener voir le médecin. Le médecin dit que ton cœur va bien, que tu pètes la santé, que tout va bien. Ben, si c'est juste que t'es pas bien, que t'as pas le moral ou que tu stresses, ben, prends sur toi. Et puis vas-y, parce que voilà, ma mère, elle a été élevée comme ça et qu'elle fonctionnait comme ça. Et donc, je pense que c'est justement ça. C'est que moi, j'ai commencé à opérer le virage un peu trop tard, quoi. Donc, non, je ne changerai rien, mais je ne conseille pas aux gens d'aller jusqu'au burn-out. Je pense qu'il faut s'écouter avant, quoi. Et si tu avais justement pour terminer un conseil à donner, alors un peu pour les trois périodes, c'est-à-dire une personne qui sent que ça va pas, une personne qui est en plein dedans et une personne qui vient de réaliser que. Ce serait quoi tes trois conseils? Alors, moi, déjà, s'écouter, on le dit tous, ce conseil-là. Écouter son corps. Et je pense que tu regardes dans n'importe quelle télé, c'est écouter son corps. Moi, je pense que, alors, s'écouter, oui, c'est ce que tout le monde dira. Je pense qu'à un moment donné, il faut accepter d'aller chercher de l'aide, mais quelle qu'elle soit. Ça peut être un médecin, ça peut être un psychologue, un coach, ça peut être un psychiatre, un psychologue. Et pour ça, en fait, moi, je pense qu'il faut, à un moment donné, il faut se dire stop. C'est se dire, OK, là, maintenant, tout de suite, comment je me sens? Est-ce que je me sens bien? Est-ce que je suis tendue? Est-ce que je suis stressée? Est-ce que je suis heureuse? Est-ce que je suis triste? Est-ce que je suis en colère? Enfin, tu vois, de dire, voilà, comment vraiment je me sens objectivement, et ensuite se dire, bah, OK, bah, qu'est-ce qui est bon pour moi? Et quand je me pose la question de qu'est-ce qui est bon pour moi, c'est pas juste, tiens, qu'est-ce qui est bon pour moi comme ça dans le fun, c'est OK, je me soucie pas des autres. Je ne me préoccupe pas des autres, que ce soit la famille, que ce soit les amis, que ce soit ce que me dit la société ou autre. Tu sais, moi, j'ai parlé de ma mère parce enfin, moi, c'était plutôt un modèle, elle était forte et autre, mais moi, j'ai suivi ce qu'on m'avait appris à faire. Donc, souvent, tu essayes de suivre comment on t'a éduqué, où tu veux pas décevoir les gens, où tu veux être forte et tout, et au bout d'un moment, tu finis par plus réfléchir à ce qui est bon pour toi. Donc, deuxième question auquel il faut répondre, c'est qu'est-ce qui est bon pour moi? Et puis ensuite, bon, ok, c'est quoi les ressources? Qu'est-ce que je peux mettre en œuvre pour faire ce qui est bon pour moi? Donc voilà, donc comment je me sens, qu'est-ce qui est bon pour moi et quelles sont les ressources que j'ai déjà pour aller mieux, puis après, ben, passer à l'action. Donc ça, c'est avant. Pendant, il faut se dire que ça va s'arrêter, que de toute façon, à un moment donné, ça va aller mieux. Je veux donner vraiment un message d'espoir. Oui, c'est compliqué. Oui, on a la sensation qu'on ne va pas s'en sortir. Oui, il y a des moments qui vont être difficiles, et ça, il faut pas le nier, parce que un burn-out, c'est pas juste un coup de fatigue en fait. C'est pas juste à un moment donné, j'en ai ras-le-bol, c'est tout le corps qui encaisse.
Et ça, il faut le comprendre. Donc, il faut se dire que, un, ça va aller mieux, mais que deux, il faut aussi se donner le temps et les moyens d'aller mieux. Euh, voilà, donc ça, c'est le deuxième message que je voudrais dire, c'est on s'en sort de toute façon, et toutes les personnes qui ont fait des burn-out autour de moi, ils s'en sortent. Donc voilà, c'est ce qu'il faut dire. Et pour le troisième, je pense qu'il faut toujours rester dans l'écoute, effectivement, de soi et toujours avoir ce... Enfin, moi, maintenant, moi, j'avais une discussion un jour, parce que moi, j'avais tendance souvent à faire passer les autres à un côté très sacrificiel, faire passer les autres avant moi et tout. Et moi, un jour, j'ai dit, bah, OK, mais moi d'abord, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et je pense qu'il faut pas, enfin, c'est peut-être bête ça à dire, mais je pense qu'il faut pas perdre de vue que ben, personne prendra mieux soin de toi que toi. Voilà. Les gens peuvent t'aimer, peuvent t'adorer, peuvent tout ce que tu veux, mais à un moment donné, celle qui va prendre ou celui qui va prendre le plus soin de lui ou d'elle, c'est toi. Et donc, à un moment donné, ben, enfin, je pense que maintenant, moi, c'est ma boussole, c'est-à-dire que déjà, et d'une, je pense à moi. C'est-à-dire, ça m'empêche pas d'être souriant, ça m'empêche pas d'aider les gens, ça m'empêche pas de rendre des services, ça m'empêche pas de tout ce que tu veux. Mais à un moment donné, je me dis toujours, en tout cas, c'est ma boussole, c'est de me dire, OK, est-ce que ça me convient ou est-ce que ça me convient pas? Est-ce que j'ai envie de faire ça ou est-ce que je le fais parce qu'il faut le faire ou parce que par obligation et tout? Et je m'enlève de plus en plus de charge mentale, on va dire, de faut être comme on nous demande d'être, faut faire ce qu'on nous demande d'être. Pensez à vous. Moi, le seul conseil que j'ai aux gens, c'est écoutez-vous, pensez à vous en premier. Merci beaucoup. Merci Séverine. Merci à toi, André. Je noterai tous tes réseaux pour que les gens puissent te retrouver parce que justement, bah, les accompagnements que tu proposes peuvent aider les personnes qui vivent un burn-out. Merci Séverine. Merci à toi. Et voilà pour l'épisode de Séverine. Je te laisse toutes ces informations dans la description. Et la parenthèse Burnout se referme bientôt. N'hésite pas quand même à t'abonner parce que tu pourras retrouver facilement toutes les autres interviews et ne rien manquer de la suite du podcast. Il reste encore une semaine et je te prépare une surprise, une dernière mise en avant autour du burnout pour remettre un coup de projecteur sur les signaux et surtout sur les pistes concrètes pour trouver de l'aide. Je ne t'en dirai pas plus, alors abonne-toi et je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et te dis à la semaine prochaine pour une dernière rencontre.